Dynamiser l'écosystème entrepreneurial en Afrique, seconde partie de ce numéro de votre émission qui reçoit Pascal Edo Agbové, consultant en entrepreneuriat, directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Monsieur Agbové, la question entrepreneuriale préoccupe au niveau mondial avec chaque année la célébration de ce qui est appelé la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que cette semaine enregistre de concret au moment où des voix se lèvent pour dénoncer trop de discours qui devraient normalement laisser place à des actions? Bien, je crois que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a eu un impact positif, ou bien continue par avoir un impact positif. Vous savez, souvent quand un nouveau concept arrive, les gens se lancent dedans sans comprendre tous les contours. Et c'est ça qui constitue souvent l'échec, voilà, surtout dans nos pays africains. Donc la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, d'abord, vise à promouvoir la culture entrepreneuriale, permettre de réunir l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour des activités. Et donc, au cours de cette semaine, tous les acteurs de l'écosystème se retrouvent pour échanger, d'abord pour se connaître, pour échanger, parler des difficultés, parler des enjeux et essayer de formuler des propositions d'action pour vraiment baliser la voie aux entrepreneurs. Et donc, c'est une belle occasion. Parce que si les acteurs existent, il n'y a pas des espaces de rencontre et de partage d'idées, alors on ne peut pas faire avancer la cause que nous défendons. Donc, c'est une semaine dédiée à la synergie des acteurs autour des questions préoccupantes et qui constituent des freins à la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, si les gens disent aujourd'hui que les gens formulent des réserves par rapport à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, non, c'est qu'ils ont tort. Vous savez, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ce n'est pas une semaine qui est réservée à fournir toutes les réponses aux entrepreneurs, mais c'est une semaine au cours de laquelle des réflexions sont menées pour que chaque acteur qui participe à cette semaine puisse quand même se rendre compte qu'il a une responsabilité assumée et qu'il doit aussi collaborer avec les autres acteurs. Ou bien, il y a la nécessité de créer une synergie d'action entre un certain nombre d'acteurs pour vraiment aider à mieux accompagner les entrepreneurs. Donc, c'est ce mouvement même d'ailleurs qui a suscité l'engouement. Je me souviens, moi, au Togo, en 2011, j'avais organisé une journée de réflexion au cours de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Cette journée a été présidée par la primature et il y avait 11 ministères que j'avais pu réunir avec les acteurs de la société civile, les organisations professionnelles du secteur privé, et on a eu à réfléchir sur l'entrepreneuriat. Il y a cela 12 ans. Et c'est au cours le rapport est là, c'est au cours de cette journée que nous avons pu expliquer un peu ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, que la question de l'entrepreneuriat, c'est une question qui doit interpeller chaque acteur. Et que chaque structure doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Et nous devons travailler ensemble, en synergie, pour aider les gouvernants à réussir cette politique-là. Et donc, et je me dis, je vous avoue que c'était une rencontre très extraordinaire. Et donc ça, les recommandations formulées au cours de cette journée de réflexion, aujourd'hui, portent leurs fruits. Au cours de ces semaines de l'entrepreneuriat, nous avons fait les plaidoyers pour amener les décideurs politiques à améliorer le cadre juridique et législatif Oui, en faveur des entrepreneurs. Oui, justement, M. Agbové, Voilà. l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer des discours aux actes. Ne voyez-vous pas cette nécessité pour qu'il faille aller vers plus de concret? Oui, aller vers le concret, ça veut dire que c'est une responsabilité de nous tous. Comme je te le dis. En réalité, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer. Jusqu'ici, là où il y a plus de défaillance, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas su développer des initiatives en amont. Il faudrait qu'on commence par préparer les jeunes très tôt. Ça devait être déjà un acte concret. Maintenant, pour ceux qui veulent s'engager, il faudrait que les mesures soient mises en place pour accompagner les jeunes. Les États ont essayé, mais à un moment donné, il y a eu des réticences parce que les jeunes n'ont pas réussi. Mais les États doivent comprendre aussi que les jeunes n'étaient pas bien préparés. Et aujourd'hui, les conditions sont plus difficiles pour les jeunes. Mais les États étaient toujours de fait parce que les jeunes sont dans un processus d'apprentissage. S'ils échouent dans un premier temps, on ne doit pas les abandonner. On doit toujours les soutenir. On doit identifier les causes de leur échec et essayer de voir ce qu'il faut faire pour les accompagner. Alors, il y a un mot que vous ramenez tout le temps. Il faut se préparer de la nécessité d'aller vers une refondation de notre système éducatif. Oui, c'est un peu ça, mais ça ne constitue pas la seule solution.
si les jeunes sont préparés psychologiquement, c'est pour les amener à une prise de conscience. Et quand ils veulent s'engager, il faut maintenant d'autres acteurs pour les accompagner. Ça veut dire que on m'a bien expliqué tous les contours liés à l'entrepreneuriat, on m'a bien préparé psychologiquement, mais quand je mets sur pied mon entreprise, je n'ai pas toutes les compétences aussi pour la faire développer. Donc, il faut d'autres acteurs pour être à mes côtés, pour me soutenir. Et donc, au même moment, il faudrait que les conditions, les mesures juridiques, c'est-à-dire sur le plan fiscal, par exemple, soient favorables à la promotion de bonnes entreprises. Et il faudrait que j'ai accès au marché. Quelles sont les mesures prises pour que je puisse avoir accès au marché? Je peux créer mon entreprise, mais ne pas avoir la clientèle parce que le marché est déjà saturé. Mais quelles conditions créons-nous pour permettre aux jeunes d'avoir accès au marché? Je crois que c'est des questions sur lesquelles nous devrons intervenir. Maintenant, autre problème aussi, c'est la question des ressources humaines. Les entreprises n'ont pas souvent des ressources humaines compétentes. Nos jeunes ne sont pas souvent bien formés. Ce qui fait que quand ils arrivent dans les entreprises, ils ont une faible productivité. Et ça aussi constitue un manque à gagner pour les entreprises. Donc, les formations, ce n'est pas juste pour l'entrepreneuriat, mais les formations qui sont liées aux autres fonctions qu'on a dans l'entreprise aussi doivent être améliorées. C'est-à-dire que soit les secrétaires doivent être bien formés, les comptables doivent être bien formés, ceux qui font le marketing doivent être bien formés, parce qu'après tout, ce sont les entreprises qui vont les embaucher. Donc, quand nous disons qu'il faut améliorer le système éducatif, comme vous le dites, ce n'est pas seulement pour dire aux jeunes, allez créer votre entreprise. Quoi qu'on dise, tous les jeunes ne peuvent pas être entrepreneurs. Mais tous les jeunes peuvent contribuer au développement des entreprises. Ça veut dire que l'amélioration des conditions de l'éducation, ce n'est pas seulement pour motiver les jeunes à créer leur propre entreprise, mais c'est pour aussi former les ressources humaines qualifiées pour que les entreprises vraiment puissent mieux les utiliser pour assurer leur développement. Si tout le monde peut se jeter dans l'entrepreneuriat, mais il semble que ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire prospérer son entreprise. Et parmi celles qui réussissent, il y en a qui ont le label d'avoir innover. Qu'est-ce que l'innovation représente dans l'entrepreneuriat? Bien. Un entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui propose des solutions aux besoins des autres. Et donc, sur le marché, si vous identifiez, par exemple, un besoin dans un secteur, n'oubliez pas qu'il y a déjà d'autres, peut-être, offreurs de services. Qui le proposent aussi. Qui le proposent aussi. Donc, si vous voulez vous positionner sur ce marché-là, il va falloir que vous puissiez trouver des éléments distinctifs, c'est-à-dire que des éléments qui vous différencient des autres. Et donc, il faut chercher à trouver quelque chose d'innovant, c'est-à-dire que d'exceptionnel. Donc, si les copies-collées ne font pas avancer les entreprises, parce que si vous faites la même chose que les anciens, ça veut dire que la concurrence, vous ne pourrez pas faire face à la concurrence. Mais si vous trouvez quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'existait pas, alors cela pourra faire la différence et cela vous positionnera sur le marché. Donc, la question d'innovation est une question préoccupante. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas très doués dans l'innovation. Et il faudrait qu'on les forme aussi. Vous allez voir que la plupart des produits, c'est des copies-collées. Ce n'est pas du tout bien. Mais aujourd'hui, il faut quand même apprécier quand même qu'au niveau du continent, les jeunes quand même arrivent à faire preuve de leur ingéniosité. Ils arrivent quand même à faire sortir des innovations, mais qui méritent aussi d'être accompagnés. Notre faiblesse aussi, c'est que nous n'avons pas tellement développé la technologie dans notre système éducatif. Ce qui fait qu'ils peuvent avoir l'idée, mais ils n'ont pas la technologie nécessaire pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai vu dans les pays comme la Chine, Angleterre, Brésil, Canada, j'ai vu les jeunes qui font des choses extraordinaires parce qu'ils mettent la technologie. Ils peuvent imaginer quelque chose et utiliser la technologie pour la rendre visible, concrète. Mais chez nous, souvent, les méthodes ne sont pas vraiment modernisées. Il manque d'outils technologiques. Il manque de savoir nécessaire pour pousser les affaires. Donc, je crois que la question d'innovation est une question préoccupante et il faudrait qu'on accompagne les jeunes dans ce domaine-là. Et vous avez effleuré le cas de votre pays, le Togo, et un pays qui a pris quand même des initiatives pour encourager l'environnement entrepreneurial. La question, c'est de savoir comment est-ce que vous appréciez ces mécanismes mis en place pour les jeunes. Non, au Togo, je crois quand même que les autorités de notre pays sont à féliciter. Il y a quand même cette volonté politique au sommet de l'État, en voyant déjà l'ensemble des mécanismes mis en place pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Et nous tenons vraiment à saluer le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement pour ces efforts sans cesse consentis au profit de la jeunesse. Maintenant, au Togo, fondamentalement, nous avons des problèmes. Nous avons quelques problèmes précis. D'abord, l'exécuté de notre marché. Le Togo, d'abord, notre marché n'est pas grand. Deuxième chose, le pouvoir d'achat de la population est faible. Et troisième chose, les conditions, le taux d'intérêt sur les prêts est très élevé.
Autre élément aussi, les facteurs de production, que ce soit l'énergie, le transport, la communication, les coûts demeurent encore élevés, ce qui fait que nos produits ne sont pas trop compétitifs. Et donc, en économie, quand vous ne produisez pas une grande quantité, le coût de production reviendrait plus, le coût de votre produit reviendrait plus cher sur le marché. Donc, il faudrait que l'État arrive au-delà des simples crédits, arrive à mettre à disposition des jeunes des subventions d'investissement. Ces subventions d'investissement permettront aux jeunes d'amoindrir leur coût de production. Et également, faire en sorte que la politique de la consommation locale soit vraiment inculquée dans l'esprit de tout le monde. Et il faudrait que les décideurs eux-mêmes donnent l'exemple. Parce que nous constatons que les décideurs eux-mêmes font la promotion de la consommation locale, mais parfois ne sont pas des modèles. Il faudrait qu'ils soient des modèles pour vraiment booster la consommation locale et au profit des jeunes entrepreneurs. Mais la question de qualité aussi existe toujours. Est-ce que les produits que nous fabriquons au niveau local sont de meilleure qualité? Parce que les gens sont habitués avec des produits étrangers, même si ce n'est pas la qualité, parfois on constate qu'il y a une différence. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nos entrepreneurs ne sont pas, au niveau du Togo, ne sont pas suffisamment inscrits dans la démarche qualité? Oui, c'est vrai. Ça, c'est maintenant que l'État est en train de faire des efforts. Donc la qualité pose problème, le coût de production devient très élevé et l'accès au marché devient de plus en plus difficile pour nos producteurs. Donc ce que l'État fait, on se dit que c'est très intéressant, mais ça n'arrive pas vraiment à booster les jeunes entreprises. Donc il y a encore des efforts supplémentaires à faire afin d'accompagner efficacement les jeunes entrepreneurs. Alors, vous parlez de l'exiguïté de notre marché. Est-ce que ces produits qui sont issus du territoire togolais ne peuvent pas être compétitifs, notamment dans la sous-région? Ça peut l'être, mais comme je le dis, c'est une question de qualité. Et autre chose, c'est que notre pays est en retard par rapport à l'entrepreneuriat. Ça veut dire que les autres pays sont en avance sur nous. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, Bénin, ces pays sont en avance sur nous. Ce qui fait qu'il y a déjà la présence de ces produits similaires dans ces pays. Donc le Togo s'est réveillé tardivement. Mais il n'est pas tard de mieux faire. Il n'est pas tard pour vraiment changer la donne. Mais pour y arriver, il va falloir que les jeunes entrepreneurs aussi changent la donne. Parce que le travail en solo aussi ne permet pas aux jeunes entrepreneurs d'optimiser leur production et de réduire leur coût de production. Nous encourageons les jeunes entrepreneurs à se mettre ensemble. Parce que quoi qu'on dise, on les encourage à créer des entreprises, mais pas forcément individuellement. Ils peuvent créer des entreprises collectives pour être plus forts en optimisant leur moyen de production, pour pouvoir vraiment réduire leur coût de production. Donc c'est un élément très important à prendre en compte. Alors, Pascal Abové, vous avez parlé de ces mécanismes mis en place au Togo. Malgré toutes ces initiatives prises, il semble que le financement reste le principal souci chez les porteurs de projets. Alors, pourquoi cet éternel problème et comment le résoudre? Bien, première préoccupation, c'est que les États veulent encourager le financement des entreprises, mais les États ne veulent pas se soucier de financement. Ce qui fait que l'État est obligé de passer par les sources de financement. Or, quand l'État passe par les sources de financement, les conditions ne sont pas parfois favorables à ces sources de financement. Ce qui fait que les sources de financement n'osent pas trop s'engager dans la politique des gouvernants, parce qu'il y a un grand risque. Et l'autre contrainte qui pèse sur ces structures financières, ces institutions financières, c'est notre banque centrale. Il y a des critères là-bas, des conditions à remplir. Donc, ce n'est pas une affaire sociale. Les institutions financières doivent remplir un certain nombre de critères, exigences imposées par la Banque centrale. Donc, notre Banque centrale, les conditions de la Banque centrale ne permettent pas aux institutions financières d'octroyer certains crédits aux jeunes entrepreneurs. Et quand vous voyez le coût, les conditions d'accès, d'abord le coût, le taux d'intérêt et la durée de remboursement, on ne peut pas financer les jeunes entrepreneurs pour une durée de 3 ans. Parce que la plupart des financements sont utilisés pour l'investissement. Et quand on investit, ça veut dire qu'on immobilise le capital. Ça devrait être pour quelle durée? Une durée, ça dépend de la nature de l'activité. Mais il faudrait que la durée soit beaucoup moins longue, c'est-à-dire qu'à moyen et long terme. Mais quand on octroie des financements à courte durée, ça veut dire que c'est suscitaire pour les jeunes entrepreneurs. Je parle d'investissement. Ça veut dire que vous prenez par exemple 5 millions, vous achetez les équipements. Et quand vous commencez votre activité, vous n'êtes pas d'accord arriver même à ce que nous appelons seuil de rentabilité. Et vous devez commencer par rembourser le crédit. Ça veut dire une partie du capital plus intérêt périodiquement. Ça veut dire que ça réduit d'ailleurs votre capital. Alors que quand l'entreprise se développe, elle a besoin plus de fonds supplémentaires. Et donc on vous dit que si vous n'avez pas
pas encore fini le remboursement, vous ne pourrez plus prendre encore de nouveaux crédits. Or, dans cette position-là, on tue l'entrepreneur, on tue l'entreprise parce que l'entreprise, dans sa croissance, a besoin plus de fonds. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence par utiliser ses propres ressources pour rembourser le crédit. Et au même moment, elle a besoin de fonds de trésorerie. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le jeune est asphyxié. Donc, il faut des mécanismes appropriés. Et par exemple, pour certains financements, on peut leur accorder jusqu'à 1 an, 2 ans avant de commencer les différer, avant qu'ils ne commencent pas à rembourser. Il faudrait que la durée de remboursement soit vraiment raisonnable pour permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir résister. Vous avez évoqué un autre souci qui caractérise les entrepreneurs, c'est qu'ils ne collaborent pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, d'abord, c'est par rapport à la culture. L'individualisme est tellement développé en nous que, on ne sait pas que se lancer en entrepreneur, c'est avant tout un travail d'équipe. Autre chose, c'est que c'est la manière dont même nous avons présenté la question. En fait, nous avons donné l'information au début. On donne l'impression aux jeunes comme si on invite chaque jeune à devenir entrepreneur. C'est ça, ce n'est pas possible. Tous les jeunes ne peuvent pas devenir entrepreneurs. Nous devons normalement mettre en place un mécanisme qui nous permet de faire le tri pour savoir ceux qui ont vraiment des prédispositions, ceux qui peuvent tirer la locomotive et ceux qui peuvent les suivre dans le développement de ces entreprises-là. Donc je me dis, les États essaient de faire de leur mieux pour encourager les jeunes, mais ceux qui prennent le devant, ceux qui définissent la politique, n'ont pas vraiment là qu'il faut pour pouvoir mieux réussir la vision de l'État. Donc, il va falloir que les décideurs coopèrent avec les experts qui travaillent sur la question pour les aider. Parfois, nos gouvernants préfèrent plutôt des solutions étrangères au lieu de s'appuyer sur l'existence, sur les ressources locales qui ont une certaine connaissance des réalités locales pour pouvoir vraiment soutenir la politique nationale. Donc, l'État doit quand même changer aussi sa façon de fonctionner pour vraiment réussir sa mission. Vous qui êtes expert dans le domaine, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pascal Agbové, comment choisir le secteur propice? Bien. Comme je le disais, un entrepreneur s'engage à proposer des solutions des solutions aux problèmes des autres. Et donc, je vais vous donner quelques exemples simples. Nous avons tous des besoins. Il faut voir sur le terrain où est-ce qu'il y a des manquements. Je vous donne par exemple se nourrir. Si vous voulez intervenir dans l'alimentation, c'est se nourrir, s'habiller, se déplacer, s'informer, se soigner. Vous voyez, quand vous utilisez ces verbes en même temps, vous voyez dire que ça fait appel à des entreprises. Ça veut dire que dans la société, les gens ont besoin de manger. Aujourd'hui, quels sont les problèmes que nous avons? Aujourd'hui, nous importons beaucoup d'aliments. Si le Togo, par exemple, je prends le cas du Togo, si le Togo arrive à produire 70% des aliments, ou bien 69% des aliments que nous consommons, il n'y aura pas de chômage. Dans le domaine de l'habillement, qui peut sortir ne pas s'habiller? Mais quand vous allez sur le marché, c'est la plupart des produits sont des produits importés. Pourtant, nous avons beaucoup de couturiers. Cela voudra dire que les couturiers, on n'a pas bien réfléchi sur le développement de ces secteurs. Donc, si les Togolais décident aujourd'hui d'avoir des structures fiables de production des habits répondant mieux à nos réalités, je crois que le Togo peut faire beaucoup d'économies dans ce domaine-là. Je vous donnais tout à l'heure l'idée de se soigner. Se soigner, ça veut dire que c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Il y a beaucoup de choses. S'instruire, ça veut dire que c'est comme ça, il faut d'abord penser et voir dans son environnement. Je ne peux pas te dire que ton projet d'entreprise qui peut marcher, le projet d'entreprise qui peut marcher dans ton quartier peut marcher dans mon quartier. Ce n'est pas évident parce que dans mon quartier, le même besoin que moi j'ai ici est déjà peut-être peut être satisfait, mais est déjà satisfait chez toi. C'est-à-dire que tu as une entreprise. Je prends le cas de pressing. Si dans mon quartier, je n'ai pas un pressing, ça veut dire que quelqu'un peut venir installer son pressing et nous serons ses clients. Chez toi, si tu as besoin peut-être d'un centre de santé ou bien, je ne sais pas, une école privée qui n'existe pas pour tes enfants, si quelqu'un installe l'école privée là-bas, ça peut marcher. Ça veut dire que les données... On l'a compris, il faut faire toutes ces analyses avant de se lancer. Ceci tient lieu des conseils de Pascal Edo Agbové, expert en entrepreneuriat, consultant, directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.